Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où j'interviewe des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Margot Motin, qui est illustratrice, dessinatrice et autrice de bande dessinée. Ensemble, on parle de son parcours depuis ses galères scolaires jusqu'à la libération, à partir du moment où elle est entrée dans une école d'art, où elle avait la sensation de parler le même langage avec d'autres personnes. On parle aussi de ses braquages, comme elle dit, et notamment de la façon dont elle est rentrée chez Mutine, le magazine qu'il a véritablement lancé, à la fois comme autrice et dessinatrice. Elle raconte aussi son entrée dans le monde de la blogosphère et par la suite, sa rencontre avec Paco, dont elle partage aujourd'hui la vie. Elle raconte comment elle a tabassé son syndrome de l'imposteur et la façon dont elle a décidé de changer de mode de vie ces dernières années. Un immense merci à Margot pour son temps, et si vous voulez entendre Paco parler de paternité, sachez que je l'ai interviewé pour mon autre podcast Histoire de Daron, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès, et d'ici là, je vous laisse en compagnie de Margot. Tu voudrais vivre jusque 200 ans? Peut-être, si Paco veut bien continuer aussi. Ah, pas toute seule alors? Non, pas toute seule. Bah déjà, rien que ça, t'imagines, c'est chaud. Ouais, putain, tu m'étonnes. Tu sais, c'est dans quoi il y a une série... Ah oui, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle The Old Guard. Je sais pas si t'as vu. Avec la blonde, Charlize Theron. Ouais. Et où en Je gros, l'ai pas vu. En ils fait, sont... je fais genre, mais je l'ai pas vu. Ils sont immortels. Ouais. Et ils Ouais. voient en fait tous leurs amoureux, leurs machins, leurs familles mourir au fur et à mesure. Ouais. Et toi, t'es là, tu restes comme un connard. Ouais. Donc ouais, t'as raison. 200 ans, c'est bien, mais il faut que ça l'autre, suive. Tu vois, voilà. Paco et nos 2 filles. Après, les autres, ils peuvent crever. Non, mais c'est horrible. Bien évidemment. Dit comme ça marche pas du tout. Bravo pour ta commu. Hein. C'est sympa. Et ta commu, elle peut rester ou pas? Ou alors, on vit tous vachement plus longtemps, tu vois. Ça serait bien. Ouais, mais non, parce que tu te rends bien compte il faudrait qu'on arrête de faire des enfants. Ouais. Non, mais mon calcul était très mal... était basé sur un fantasme pur et absolument pas réaliste, bien évidemment. Non, je pense que c'est plus... c'est un truc qu'on se disait pour rigoler avec Paco à une époque, qui est plus en réaction à... ok, c'est une façon d'exprimer le fait qu'on ressentait qu'on avait envie de vieillir en pleine forme, Ouais. d'être quand même capable de faire plein de choses cool et excitantes jusqu'à tard, Ouais. et pas... c'est un moteur pour prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, etc., à nos âges, et le plus tôt possible, pour se dire, ok, on se prépare un terrain favorable pour durer le plus longtemps possible, et pas avoir des maladies reloues, des dégénérescences, des trucs pas très sympas. Mais je pense que le simple fait de vieillir, ça t'expose à ça. Il n'y avait pas Ouais. Alzheimer. Enfin, tu vois, moi, je me souviens quand on était gamin, je sais pas si toi, mais en fait, il n'y avait pas de vieux qui avait Alzheimer. Mais je crois... On savait pas déjà. Ouais, je me souviens pas. Et puis, souvent, ils mouraient plus jeunes. Ouais. Ouais. Non, Excellent mais bien début sûr. d'interview, Je bravo. suis d'accord avec toi. C'est clair que le fait de vieillir plus longtemps, Ouais. enfin d'arriver à des âges plus avancés, Ouais. la phase où t'es vieux, elle est plus longue. Et donc, Ouais. bien évidemment, la dégradation, elle est plus visible. Mais il y a aussi des vieux qui vieillissent bien, tu sais, qui continuent à être motivés, à avoir des envies, à avoir des projets, à aller se balader, à faire des trucs comme ça. Et c'était un peu ça l'idée, quoi. Oh, Margot. Tu te souviens, est-ce que tu te souviens de notre première vidéo ensemble? J'ai re-regardé hier, ça m'a fait rire. Je la re-regarde des fois. C'est vrai? Je la re-regarde des fois. Et j'ai beaucoup de tendresse On était pour cette jeunes. vidéo. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on était On jeunes. était jeunes. On était bêtes. Ah oui, on était couillons. Hein. Mais c'était tellement mignon, c'était tellement frais. Elle date de 2008. Ouais. Tu savais ou pas? Bah ouais, parce que c'est l'année où est sorti mon premier bouquin, c'est l'année de... Ouais. C'est l'année de l'explosion. C'est ça. Ouais, je vous mettrai un lien dans les notes si ça vous intéresse de retrouver cette archive qui est sur Dailymotion d'ailleurs. C'est pour dire à quel point c'est une archive. C'est une archive sur Dailymotion. Dailymotion. On était au Who's Next et il y avait, derrière, en arrière-plan, il y avait, ils étaient en train de tester la solidité d'un jean avec une grue. Exactement. Et c'était l'époque où je portais des talons très hauts. Ah oui. Et rien qu'en regardant la vidéo, T'as mal. Ah ouais.
Ouais. T'en avais fait un avec ma sœur aussi un peu après et tout. Ouais, c'était marrant cette époque-là. C'était très très frais, c'est les street style. Les street style. Ouais, très drôle. Bon, on est là pour parler plutôt de ta vie d'avant, tu vois aussi. Ça me va. Hein. La première question que je pose à tout... Alors, déjà pour réexpliquer un petit peu, mais je pense que je vais le faire dans l'intro, mais en gros, aujourd'hui, tu es illustratrice, dessinatrice, tu t'écris aussi tes propres BD, donc tu es scénariste. Ouais. Mais en fait, quand on s'est connus en 2008, c'était déjà ça. J'étais autrice et illustratrice. Et c'est toujours la même chose. Combien d'années après 12 ans après Ouais. J'allais dire 22. Non, calmos. Calmos. Ouais. Ok. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Margot quand elle avait 7-8 ans? Oh purée 7-8 ans, c'est quoi? C'est le CE1? Ouais. Écoute, c'était pas la même chose à 7 et à 8. Ah, à ce point-là? Parce que à 7, je vivais en Bretagne dans un petit bled. À 8, je vivais à Paris dans le 2e. Autant me dire qu'il y a eu un petit choc des cultures entre les deux. Quand j'étais 7 ans, j'étais donc en CE1 en Bretagne dans une petite école du Morbihan à Arradon. Je portais des robes à smock que me faisait ma maman. J'allais à l'école à pied avec mes petites copines et on passait les week-ends à la plage à faire du vélo, etc. Je ne me souviens pas de mon caractère. Je dessinais déjà. Après, en termes de caractère, je me souviens pas, c'est trop vieux. Et 8 ans, c'est l'arrivée à Paris, donc CE2. Et là, les Halles direct, Châtelet-Les Halles. Ouais, bébé. Et petit choc thermique pour moi. 8 ans, c'est le moment où j'ai réalisé que j'avais peut-être un peu grandi dans une bulle. Et quel type de gamine j'étais en CE2. Oh, en CE2, c'est encore mignon. Hein. Je planais encore pas mal. Très imaginative, à faire beaucoup de jeux d'imagination. C'était toujours ma mère qui m'habillait, mais elle avait un peu upgradé le game. On n'était plus en robe à smock. Elle allait au marché Saint-Pierre nous acheter des rouleaux de tissu et elle nous faisait des pantalons avec, à poids. Ah ouais. Et elle coordonnait les rubans pour nos cheveux avec les pantalons. Ah ouais. C'était le milieu des années 80 en même temps. Voilà. T'as tout résumé. C'est exactement ça. C'était le milieu des années 80. Mais en termes de caractère, j'ai du mal à me rappeler de celle que j'étais à 7-8 ans. Je saurais pas dire. Je sais que je dessinais déjà, mais après... Ah ouais. C'est vieux. Tu te rappelles de tes 7-8 ans, toi? Un peu, ouais. Un peu. J'étais peut-être un petit peu timide. Je pense que les trucs de groupe m'impressionnaient un petit peu. C'était difficile pour moi de trouver la juste place dans le groupe, surtout à Paris, où les filles étaient plus mûres qu'elles ne l'étaient en province, et où la notion de groupe et de meute était beaucoup plus forte. Mais ça c'est vraiment apparu au moment du collège. J'ai l'impression qu'à 8 ans, au primaire, c'était encore assez cool. J'étais un peu naïve. Je pense que j'étais ce genre de petite fille là. Voilà. Et comment ça se passe le collège pour toi alors? Le collège, ça a été violent pour moi le collège, j'étais pas prête. Le collège, c'est marrant parce que c'était le bâtiment à côté de la primaire et pourtant j'ai eu l'impression d'être parachutée dans un monde complètement différent. Primaire, on avait notre groupe de copines, on avait un petit amoureux, on faisait des jeux d'imagination dans la cour de récré, on jouait à Cat Size, machin, c'était très gentil. Et alors Cat Size, si vous l'avez pas, je sais même pas si ça repassait. Ça repasse Cat Size, tu crois? Ouais, c'est quoi? C'est 3 sœurs? Ah, c'est 3 sœurs qui sont des cambrioleuses. Qui sont des cambrioleuses professionnelles. Ouais. Ah ouais, non, elles sont extraordinaires. On se découpait des cartes Cat Size pour jeter nos cartes Cat Size et tout. Ah ouais, non, attends, on avait du level. Et arrivé au collège, là, ça a brassé d'autres filles, d'autres établissements et des nanas beaucoup plus mûres. Qui avaient eu des grands frères, donc qui étaient aguerris à des trucs auxquels moi j'étais pas du tout prête. Et là, le concept de meute et d'hierarchie dans le groupe a commencé à se mettre en place. Et c'est pas un truc que j'ai bien compris tout de suite. J'ai pas bien su comment jouer ce game tout de suite. Je me suis fait un peu humilier avant de comprendre que peut-être il allait falloir réagir. Tu vois. Ouais, le collège, ça a un peu été la période de l'humiliation. Okay. J'étais très mal dans mes baskets. Enfin, très mal, c'est-à-dire que j'avais pas très confiance en moi. Je voyais des gamines
très sûre d'elle, très féminine, là où moi, c'était à milieu de mes préoccupations. Déjà dans des jeux de séduction avec les garçons, là où moi je savais pas du tout comment ce truc-là fonctionnait, donc tu vois, c'était vraiment et en même temps c'était fascinant et je voulais un peu appartenir à cette bande parce qu'elles étaient elles avaient du charisme. Donc le collège, ça a vraiment été, mais je crois que c'est encore vachement comme ça aujourd'hui. C'est une période de transformation, c'est vraiment le moment charnière entre l'enfance et l'adolescence plus mature, tu vois. Okay. Donc, comment t'as la sensation d'avoir gagné confiance en toi? Est-ce que tu as la sensation d'avoir gagné confiance en toi? Aujourd'hui, oui, ça y est. Oui, ça y est. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est pas mal. Mais la vérité, c'est que le truc qui m'a fait le plus gagner confiance en moi, et attention, séquence violon, c'est Paco. C'est vraiment arrivé très tard sur l'âge adulte. C'est vraiment lui, le regard qu'il a porté sur mes capacités, mes aptitudes et ce qu'il voyait de ce que je pouvais faire. C'est lui qui m'a aidé avec ce regard-là et avec des techniques hyper pragmatiques de chef d'entreprise, genre si tu veux ça, mets ça en place. Et en fait, ça m'a aidé à obtenir des résultats. Et en obtenant des résultats, j'ai vu que j'étais capable de faire les choses et j'ai pris confiance. Mais jusqu'à lui... Mais t'avais quel âge quand vous vous êtes rencontrés? J'étais vieille. J'étais vieille. J'avais un peu plus de 30 ans. Ouais, c'est ça, ta carrière était déjà... Ouais. Ah non, avant ça, j'avais pas confiance en moi. Avant ça, j'étais quelqu'un d'extrêmement angoissé, anxieux, très inquiet dans le groupe, plutôt solitaire, tu vois. Alors j'avais trouvé des techniques pour donner le change. Avec l'arrivée au lycée, je m'étais dit, il faut que je me réinvente, il faut que je sois plus cabotine, parce que ça va me permettre d'avoir un rôle de rigolote. Et le rôle de rigolote dans le groupe, on en a toujours besoin. Donc si tu arrives à avoir ce rôle, c'est assez facile. Okay. Donc je m'étais dit, bon bah voilà, déconne, rigole, moque-toi de toi-même avant que les autres puissent le faire. Ouais. Donc j'avais un peu de second degré sur moi-même et j'ai gardé ce truc-là comme une défense, mais j'avais pas du tout confiance en moi. Ça a été, je m'aimais pas physiquement, dès qu'il fallait arriver dans un nouvel endroit, j'étais inquiète. Quand on est arrivé au Pays Basque et qu'il a fallu que je me mette à conduire, les veilles de jour où je devais aller faire les courses au supermarché, je faisais le trajet dans ma tête avant de m'endormir et j'étais pétrifiée à l'idée de prendre le volant, tu vois. Meuf, t'as 30 ans, c'est pas normal. Donc c'est vraiment, la confiance, elle est arrivée hyper tard. Ok. Et pourtant, t'étais déjà Margot fucking Motin quand t'as rencontré Paco, quoi. Bah parce qu'en fait... comment t'as fait? Parce que j'avais par contre, en revanche, pas mal d'estime de moi-même. Il y a vraiment, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'estime de soi et la confiance. L'estime de soi, c'est l'image que t'as de toi pour toi-même, seul. Tu sais ce que tu vaux, tu sais tes capacités, tu sais que dans le fond, t'en es capable. Et la confiance, c'est quand c'est confronté au groupe, au reste, à l'extérieur. J'avais beaucoup de mal avec ce qui était extérieur, mais moi, à l'intérieur, j'avais vraiment la foi, genre, je savais que j'allais tout défoncer. Donc, j'ai pu monter mes projets et j'ai pu me lancer en tant qu'illustratrice, etc. parce que je sentais que j'étais faite pour ça et j'avais cette estime de moi qui était tu en es capable. Voilà. Après, quand il fallait se vendre auprès des gens, etc., là, c'est un autre délire. Donc, tu vois, voilà. Ok. Revenons au lycée un peu, parce que tu disais que tu avais compris qu'en fait, il fallait que tu sois peut-être un peu la rigolote du groupe, c'est ça? Ouais. Mais tu décides pas comme ça du jour au lendemain de devenir la rigolote du groupe, ça veut dire que tu l'as déjà en toi. C'est une excellente observation, Fabrice. Ça m'arrive. Écoute, je vais te dire un truc qui va te paraître peut-être un peu chelou, mais je pense que potentiellement on a tout en soi, tous. Et la vie, l'éducation, les événements, les croyances qu'on a font qu'on fait émerger ou qu'on permet de s'épanouir à certains aspects seulement. Mais je pense que fondamentalement, on est tous très talentueux, on peut tous faire plein de choses, c'est juste on ne peut pas exploiter tous ces choses-là de la même façon. Okay. Et donc il est probable qu'effectivement, cette forme de dérision, je l'avais déjà, que je l'avais juste pas exploité et que quand il a fallu trouver un outil pour survivre, c'est celui qui a émergé le plus facilement. Tu vois, j'aurais pu devenir une grosse dure, mais non, c'est celui-là qui a émergé. Pendant ce temps-là, tu t'étais toujours pas arrêté de dessiner, j'imagine? Parce que tu disais qu'à 7-8 ans, tu dessinais, mais en gros, tous les enfants à 7-8 ans dessinent, non? Merci de recadrer ça dans un truc cohérent avant que j'écrive une légende où j'étais un génie du dessin dès l'enfance. Non, à 7-8 ans, je dessinais normalement comme tous les enfants. Au collège, je gribouillais comme plein d'ados dans les marges de mes cahiers. Tu dessinais normalement comme tous les enfants, mais en fait, t'avais déjà des aptitudes ou pas? Par rapport à tes potes?
tu pouvais le voir quand même que t'étais meilleur, non ? Ouais. Ok. Non mais juste Non mais c'est bien, tu objectivement. me permets d'être hyper clair. Effectivement, écoute, sur mon carnet de santé, à la visite des 5 ans, il y avait écrit excellentes aptitudes graphiques. C'est un truc que j'ai découvert des vraiment années après. Je l'ai découvert à 35-40 ans, tu vois. Excellentes aptitudes graphiques. Ce qui voulait dire qu'effectivement, à la visite médicale des 5 ans, il avait dû me faire de l'écriture ou des dessins et il avait dit, ok, il y a un truc. Ok. Bon. Donc, trop marrant. donc effectivement, il semblerait que ce truc-là était déjà un peu... Ouais. Et c'est vrai que je dessinais beaucoup et j'adorais ça. Donc, et j'adorais ça et je dessinais en classe, etc. Donc j'avais pris l'habitude d'avoir un regard extérieur qui disait « Waouh, c'est vachement bien ce que tu fais ». Et donc du coup, ça m'avait nourri et du coup, je l'entretenais. Mais effectivement, je pense que je dessinais juste peut-être un peu plus que d'autres gamins qui étaient sportifs ou qui avaient d'autres envies. Mais c'était pas encore décelé comme étant... Je m'étais pas dit je ferais ça de ma vie, tu vois. Ok. Et au collège, c'est pareil. Je pense que dans les cours d'art plastique, j'étais un petit peu plus douée que les autres élèves. Peut-être je faisais des trucs un petit peu plus surprenants parce que j'avais l'habitude, mais c'était pas non plus un truc... c'était pas hyper marqué. Ils faisaient quoi tes parents comme métier ? Mon père, il était dans le secteur bancaire et ma mère, à la base, elle était institutrice. Ok. Et après, quand on est arrivé sur Paris, elle a fait pas mal d'autres métiers. Elle a été attachée de presse. Elle a fait plein de trucs, mais elle avait une fibre artistique très développée. Donc, quand on était petite, elle nous dessinait des histoires qu'elle écrivait, qu'elle dessinait, etc. Elle a toujours beaucoup favorisé ce truc-là. Elle a nourri ça ? Complètement. Ok. Parce que ta sœur et toi, de celle-là, vous êtes vraiment toutes les deux des artistes. Ouais. Je pense que ma maman, elle avait très envie d'être artiste et qu'elle a pas eu cette possibilité parce qu'il a fallu qu'elle choisisse un métier plus terre à terre. Et voilà, c'est pas un truc qu'elle a pu développer à l'époque dans sa vie. Et je pense que c'était important pour elle, quand elle a senti qu'on avait cette fibre, de nous laisser la possibilité vraiment de la développer. Mais après, elle nous chantait des chansons au piano, elle nous faisait dessiner, elle nous a vraiment entretenus là-dedans, quoi. Ok, cool. Ouais. T'as la sensation à un moment donné d'avoir un déclic et de te dire ok, en fait ce dessin-là, enfin ce truc que je continue à faire là, ça peut finir par devenir mon métier ? Écoute, le déclic il s'est fait très tardivement et... Encore ? Ouais, non mais... À 35 ans. Tu sais, parce qu'en fait, je crois que j'étais juste une ado normale qui se posait pas de questions. Je me suis pas posé la question de mon avenir avant qu'en terminale, il faille aller... sur le Minitel, faire nos vœux pour les études, tu vois. Avant ça... Minitel. Ouais, je vais tousser. N'hésite pas. Avant ça, tout ce qui m'intéressait, c'était mon histoire d'amour avec mon petit copain du lycée, mes copines, sortir le samedi soir avec ma bande. Je m'étais pas projetée beaucoup plus loin que ça, jusqu'à la moitié de la terminale. Et c'est cool parce que ça veut dire que c'est faisable. Tu peux te réveiller sur le tard. J'étais pas très bonne élève au lycée. J'étais dans un très bon lycée, donc j'avais pas le niveau et c'était un peu compliqué. J'étais à la traîne, j'avais un peu lâché scolairement. Et tu peux te réveiller en fin de terminale et te dire ok, il y a quelque chose à faire. Et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte. Justement, je savais pas du tout quelle veut faire pour les études. Et j'ai été voir une conseillère d'orientation qui m'a dit elle m'a posé cette question qu'on devrait poser à tous les gamins, qui est qu'est-ce que vous aimez faire ? Le truc que vous aimez faire ? Dessiner. Et elle m'a dit, mais vous savez, ça peut devenir un métier, il y a des écoles qui forment à ça. Elle, je sais pas comment elle s'appelle, je sais plus qui c'est, mais Marraine la bonne fée. Hein. Ouais. Et je suis dans son bureau et je lui dis, quoi ? Sérieux ? Je peux faire ça comme métier et comme étude ? Elle me dit, mais oui, bien sûr. Elle m'a sorti la liste des écoles parisiennes. Elle m'a dit, voilà, il y a des écoles d'art appliqué qui vous forment, et c'est gratuit, qui vous forment au métier d'art. Et ça a été le déclic, ça a été le choc. Et après qu'elle m'ait dit ça, c'était genre 6 mois avant le bac, j'ai retroussé mes manches et là je me suis mise à bosser comme une malade parce qu'il fallait absolument que j'ai mon bac pour pouvoir intégrer les écoles et ça a été vraiment le point de départ du truc. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. T'avais trouvé un objectif, quoi ? Ouais. Ok. Ah, c'est passionnant, mais je pense que il
n'y a pas eu beaucoup d'invités. Hein. Tu sais, je dois être à mon 50e épisode, là. Pas eu beaucoup d'invités qui m'ont dit très clairement « Ok, en fait, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce au conseiller ou la conseillère d'orientation. » Tu m'étonnes. Non, mais c'est ouf, hein, parce que vraiment, c'est que ça. Et ta mère, t'avais pas... qui était peut-être plus au courant des métiers qu'il pouvait y avoir et tout, elle t'avait pas glissé ça ou... Non, je pense pas que... Je pense que c'était... merci, elle est toujours en vie. C'est quelqu'un de très rêveur, ma maman, et qui a des très grandes qualités poétiques et artistiques, mais qui est peut-être moins aguerrie sur les réalités du marché du travail, etc. Elle a fait des boulots pour gagner de l'argent, elle n'a pas toujours fait les métiers qui la passionnaient le plus, et je ne suis pas sûre qu'elle avait vraiment conscience de ces choses-là. Je pense que vraiment son taf à elle, c'était de me dire, tu veux être une artiste, tu peux le faire. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est, si tu veux être une artiste, vas-y, mais franchement, sois dans les meilleurs. Gagne ta vie, défonce tout, vraiment que ce soit... galère pas, quoi. Donc, elle m'a apporté ça, la croyance que je pouvais être une artiste et vraiment en faire un truc valorisé dans ma vie. Mon père, lui, voulait pas que je fasse de carrière artistique. Il n'avait pas non plus conscience des métiers qu'il pouvait y avoir, mais il m'a dit, quoi que tu fasses, gagne ta thune, sois indépendante financièrement. Et il m'a appris ça. Et après, c'est vraiment... Elle a été la conseillère d'orientation, elle a été le 3e pilier du socle, et c'est elle qui m'a dit, ok, voilà, maintenant dans la matière, dans la réalité, il y a des écoles, tu peux faire ça comme métier, il y a un chemin. Et ça, c'est, si elle me l'avait pas dit, j'aurais fini en fac d'art plastique et je sais pas ce que j'aurais fait psycho ou j'en sais rien. Ouais. Vraiment, elle a ouvert une porte, genre, mais alléluia, quoi. Le lendemain, j'ai été aux portes ouvertes des écoles d'art appliqué, j'ai pris tous les dossiers et après, c'était mon chemin, il était tracé. Vous vous rendez pas compte, les jeunes, aujourd'hui, qu'il y avait Internet et des podcasts et tout, vous pouvez entendre Margot Motin vous expliquer son parcours. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Il fallait qu'on se démerde tout seul. Ouais, c'est vrai. Et qu'on fasse confiance à l'éducation nationale. Ce qui était vraiment un coup de dé à chaque fois, quoi. Tu m'étonnes. Ok, donc tu fais quoi alors après tout ça? Tu vas dans quelle formation? Donc j'ai été voir les écoles d'art appliqué de Paris. Je pense que... je sais plus... Tu te souviens plus de l'école que tu as fait? Si, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai choisi. Si, j'ai choisi Olivier de Serres parce qu'il y avait communication visuelle et qu'il y avait un prof, Monsieur Chauzy, qui était déjà auteur de BD. Et ça m'avait interpellée parce que j'aimais bien dessiner des dessins de type BD. Et je m'étais dit, ok, je ne savais pas que j'en ferais dans ma vie. C'était pas, encore une fois, c'était vraiment... tu sais, j'avançais, genre, ouais, ça vibre bien, j'aime bien. Il n'y avait pas de projet, quoi. Mais en tout cas... Je me suis dit, j'aime bien ce gars-là, j'aime bien ce qu'il fait. J'étais abonnée à la revue à suivre. Et voilà, il y avait un petit terrain BD et je voulais avancer avec lui. Et donc, j'ai postulé pour cette école. Il y a des petites anecdotes autour de mon entrée dans cette école. Veux-tu que je te les raconte? Bien sûr, on est là pour ça. Comme c'est des écoles gratuites, ce sont des écoles dont les entrées se faisaient d'abord sur dossier scolaire et ensuite sur concours. J'avais un petit problème avec la case dossier scolaire parce que j'étais... vraiment pas une bonne élève en terminale. À ma décharge, j'étais à Henri IV, qui était un lycée de très haut niveau. Ouais. Et là où j'aurais pu avoir une scolarité normale, moyenne, bien dans un autre lycée, là vraiment, c'était catastrophique. Et j'avais donc donné mon dossier scolaire à remplir au prof. C'était un dossier où, pour chaque matière, le prof de terminale donnait une appréciation sur OK ou pas pour que cet élève aille dans une école artistique. En gros, ils auraient dû en avoir rien à faire quand même, mes profs. Ils auraient dû tous dire c'est cool. Je sais pas pourquoi, ils l'ont pas fait. J'ai regardé le dossier, j'ai fait mais jamais ils vont me prendre avec ce dossier. J'en ai pris un autre. Parce qu'en fait, les profs te descendaient, c'est ça? Ouais, ils me descendaient. Mais parce que tu foutais le bordel? Non, pas du tout, mais parce que je pense que c'était la culture de ces lycées un peu élitistes. C'était le système, il est vachement de rabaisser l'élève dans la croyance que plus tu le rabaisses, plus il va faire preuve de courage et de développer ses talents. En fait, juste ça t'éclate la tête pour beaucoup. Et ça fait peut-être ressortir certains très bons, mais c'est quand même assez dur. Et c'est vrai que les appréciations étaient dures. J'étais pas du tout dissipée, j'étais une élève normale, mais juste qui galère, quoi. Mais les commentaires étaient pas bons. Et je me suis dit, déjà que le dossier avec les notes, déjà que le bulletin, il est pas bon. Si en plus les commentaires des profs, ils sont pas élogieux, les gars, ils ont aucune raison de me prendre. C'est débile. Je me suis dit, bon, je vais tenter un coup de poker de ouf, je vais tricher. J'ai été chercher un deuxième dossier à l'école. Et là, j'ai imité l'écriture de tous mes profs.
Et j'ai refait toutes les appréciations du dossier scolaire. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Je sais pas. Moi, Est-ce qu'on a le droit d'encourager ça ? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Moi, je dis, dans ma tête, je me suis dit, il y a une injustice parce que les gars, je postule pas pour faire Hippocagne ou un truc comme ça. Je vais dans une école d'art, vous vous en foutez. Tu vois, ça n'avait pas... Pourquoi vous avez fait ça ? Ça n'a aucun impact sur votre existence. C'est nul d'avoir fait ça, alors que si ça se trouve, je vais complètement m'épanouir là-dedans. Pourquoi vous faites ce truc-là ? J'avais trouvé ça tellement injuste que je me suis dit, non, reprends ton destin en main. Meuf, c'est pas possible. J'avais repris toutes les appréciations. J'avais pas menti en mode super élève, mais j'avais dit... oui, une carrière artistique, une fibre artistique. Oui, effectivement, une école d'art semble le bon débouché pour cet élève. Tu vois, j'avais fait un truc comme ça. Et je m'étais présentée dans le bureau de la directrice d'Henri IV avec ce dossier, parce qu'elle devait tamponner le truc à la fin. Et elle avait lu les appréciations des profs. Je tremblais, j'avais si peur. Et elle avait dit, tous vos profs ont l'air parfaitement d'accord pour que vous alliez dans cette école. Je valide. Et elle avait validé. Et mon dossier a été accepté à Olivier de Serres. Donc t'avais quand même d'excellentes aptitudes graphiques. Eu ce skill qui me permettait d'imiter l'écriture des profs. Ouais. Ok. Ça a été le moment où je me suis dit, à un moment donné, faut que tu braques ton histoire. Quoi. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes par rapport à ça ? C'est une vraie... Moralement, il y a un vrai truc. Ouais. Franchement, je vais pas prendre cette responsabilité parce que je pense que ceux qui ont la fibre du voyou, ils verront une opportunité de tricher. Ceux qui ont d'autres fibres, ils verront une opportunité d'inventer leur histoire et chacun il verra ce qu'il lui faut. Moi, je l'ai vraiment vécu comme je risque de perdre une opportunité de m'épanouir pour un truc bête et j'enfreins pas une loi qui va mettre des gens en danger. Je mens pas sur ce que je suis au point que après je vais me retrouver à devoir perpétuer ce mensonge dans une situation absurde. Je l'ai pas fait pour passer en Hippocagne, ce qui aurait été complètement débile, j'avais pas le niveau. Il y avait une espèce de logique au-delà de ce qui se passait qui me semblait plus importante et je suis hyper contente de l'avoir fait. Hyper contente de l'avoir fait. Et après, il y a eu un concours et au concours, il a fallu que je fasse mes preuves de toute façon, tu vois. Bon, c'est-à-dire que si tu n'avais pas eu, quoi qu'il arrive, si tu avais eu un super dossier mais pas le niveau, je passais pas le concours, je me serais fait tège. Donc après, de toute façon, j'ai dû faire mes preuves au concours, mais c'était vraiment, il fallait que je passe ce premier truc pour pouvoir accéder à l'épreuve du Graal qui était passer un concours avec d'autres aspirants à l'école et donner le meilleur de toi-même. Quoi. T'as pas changé tes notes en fait ? Non, mon bulletin de notes, il était à côté tel qu'il était, 8 de moyenne, avec les c'est pas les arguments, les commentaires. Voilà. Ouais, t'as changé les commentaires. Changé le truc, les commentaires sur le dossier pour est-ce que c'est normal qu'elle aille dans cette école. Ok, je comprends. Voilà. Et après, j'ai fait mes années à Olivier de Serres. Tu disais que tu avais des anecdotes. En voilà une. Est-ce que tu en as d'autres ? Non, en fait, c'est la seule. C'est la seule. Non, c'est la seule. Après, le seul truc qui a été marrant, c'est qu'à ce concours pour l'entrée en art appliqué, moi, je savais pas très très bien dessiner. J'avais pas vraiment dessiné pendant toutes ces années, alors qu'il y avait des brutes au concours d'entrée. Il y avait des gars qui avaient un niveau de ouf. Mais j'avais appris par contre à Henri IV un truc précieux qui était, j'avais appris à réfléchir. J'étais pas une bonne élève, mais comme nos enseignants étaient des profs de Cagne et Hippocagne, ils nous apprenaient vraiment à développer notre réflexion et notre esprit d'analyse sur des sujets. Du coup, quand le sujet est tombé, j'ai bien vite vu que artistiquement, j'allais pas pouvoir faire grand-chose, mais il fallait expliquer ta démarche dans une lettre et j'ai tout mis dans la lettre en fait. J'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que tu as voulu dire, pourquoi, qu'est-ce que tu as voulu, c'était la métaphore de quoi ton truc, etc. Et j'ai vraiment fait un truc béton, donc ça c'est ce qui m'a aidé aussi, parce que artistiquement le truc était vraiment pété, c'était un collage tout moche, mais j'y ai donné du sens, tu vois. Ok, donc tu fais cette formation, c'est ça ? Et comment se passe cette formation ? Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ton métier ? Avant d'avoir eu la sensation d'avoir trouvé mon métier, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé une famille de métiers. C'est-à-dire que c'était des gens, pour la première fois dans ma scolarité, j'étais avec des gens qui me comprenaient, que je comprenais. J'avais des profs qui me comprenaient. On parlait le même langage. J'étais contente d'aller à l'école le matin. J'étais contente de découvrir des nouvelles matières. Je faisais Dans la première année, c'est une année qu'on appelle de mise à niveau dans ces écoles où tu touches à tout pour savoir vers quelle section tu vas te diriger. Et donc, tu fais vraiment plein de choses artistiques. Tu passes ta journée à ça. C'était hyper exaltant. J'y étais en plus à une époque de grande liberté puisque c'était juste avant
C'est quoi la loi où on n'avait plus le droit de fumer dans les... La loi Evin. Voilà, c'était juste avant la loi Evin. Et donc, on avait le droit de fumer dans l'école. Il y avait de la bière à la cantine. On faisait des teufs avec les profs le vendredi soir. C'était grisant. C'était complètement grisant. Et du coup, ça a développé la créativité. T'avais envie de... Voilà, tu t'étais dans ce bain-là avec des artistes, quoi. C'était hyper drôle. Est-ce que fumer développe la créativité ? Non. Mais d'ailleurs, moi, je fumais pas vraiment de clope à l'époque. Je fumais très peu. Mais il y avait ce côté... C'est de l'ordre du fantasme. T'arrives dans une école où... Tu sais, le fantasme de l'artiste, quoi. C'est assez drôle de pouvoir baigner là-dedans pendant un moment. Moi, ça m'a fait du bien de comprendre les gens avec qui j'étais, de me sentir un peu en famille. Après, ça s'est un peu structuré. On a changé de directeur. Le truc s'est un petit peu plus structuré. Ça a été plus carré. Mais ça avait gardé quand même cet esprit... quand tu fais ce que t'aimes, c'est hyper cool. Après, je vais pas dire que j'ai appris des trucs de ouf à l'école, parce que c'est pas vrai. C'est pas là où j'ai appris le plus de choses. En école d'art, je me suis beaucoup servi de ce que j'avais appris au lycée pour analyser les sujets, etc. J'ai appris du dessin, un peu. J'ai surtout appris des techniques avec Chosy, justement, que je remercierai jamais assez pour tous les exercices qu'il nous a fait faire, parce que lui m'a vraiment appris à mettre rapidement en image une idée. Et ça m'a suivi après pendant tout mon métier, donc ça a été super. Après, il y a quand même un truc qui est que les écoles sont très déconnectées, étaient en tout cas à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, très déconnectées du monde du travail. D'un côté, on te disait vous allez vous prendre une méchante claque en rentrant dans le monde du travail, mais de l'autre côté, on te donnait aucun outil pour t'y préparer. Donc tu savais juste que tu allais te faire bouffer, que ça allait écrémer un maximum, ce qui est pas génial comme philosophie. Mais on te disait pas comment construire un contrat, comment négocier un contrat. Tous ces trucs-là qui sont hyper indispensables, comment faire ta compta en tant qu'artiste-auteur, tu vois. Ces trucs-là ont été passés à la trappe et donc du coup c'est un peu dommage. Et artistiquement, ça restait très scolaire, c'était pas ancré dans les réalités d'une commande de métier. C'était du fantasme, donc c'est vrai que t'apprends des choses mais qui te sont pas utiles une fois que t'es dans le boulot, quoi. Donc bon, mais en tout cas je me suis bien amusée. J'ai pas été au-delà des 2 années de BTS parce que ça m'intéressait pas, j'avais envie de bosser. Et donc j'ai arrêté et je me suis mise à travailler. Tu t'es lancée donc Pas du tout. J'ai indépendante ? été serveuse. Ok. J'ai fait des petits boulots. En fait, comme d'hab, je suis sortie de l'école non pas en me disant j'ai mon projet de carrière professionnelle, mais je suis sortie de l'école en me disant j'ai envie de quitter la maison, j'ai envie de vivre seule, il me faut du blé. C'était ça mon objectif. Et donc j'ai commencé par bosser pour un magazine par des relations de copains de mes parents. J'étais assistante de rédaction. Mais ça me permettait d'avoir un salaire et ça m'a permis de prendre mon premier appart et mon indépendance. Et c'était le truc le plus important à ce moment-là pour moi, vers 20-21 ans. C'était quel magazine ? Récup. Ouais, il a existé que quelques années et après c'était vraiment un délire sur une courte période. Ok. Et puis quand le magazine s'est arrêté, j'ai été serveuse, j'ai fait des petits boulots, j'ai bossé à la Fnac Junior à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai fait des petits boulots comme ça pour pouvoir me payer mon loyer pendant 2-3 ans. Qu'est-ce qui t'a empêché de te dire ok, en fait j'ai un savoir-faire, je sais dessiner, je suis capable de faire ce métier-là et en fait je vais le faire ? Je me sentais pas mûre et j'avais pas rencontré les médias. Je savais pas sur quel support j'allais exercer mon métier. Je comprenais pas. Je me disais peut-être je vais faire de la littérature jeunesse, ce que pensent 80% à l'époque, ce que pensaient 80% des nanas qui sortaient d'école d'art. Je vais faire des livres pour enfants. Et c'est pour ça que j'ai voulu bosser pour la Fnac Junior à l'époque, c'est parce que je voulais vraiment être sur le terrain et voir en librairie jeunesse ce qu'il y avait, comment ça se construisait, etc. C'était ça le deal de départ. Ce qui m'a permis de voir qu'en fait j'avais pas spécialement envie de faire de la littérature jeunesse. Mais le déclic, il est venu quand ma demi-sœur de l'époque, qui avait 13-14 ans, m'a fait lire son magazine pour ados, qui était le magazine Mutine. Oh là là, Mutine. Putain, Mutine, quoi. Et genre, j'ai feuilleté Mutine et ça a été la claque. Ça a été, après ma conseillère d'orientation, ça a été la deuxième gifle, ça a été Mutine. J'ai ouvert ce magazine et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux dessiner pour ce genre de magazine, mais même je veux écrire pour ce genre de magazine. C'est trop drôle, le ton est irrévérencieux, il est moderne, il est frais. Alors si vous n'avez pas connu Mutine, c'était la petite sœur du magazine Jalouse, en fait, qui était édité par le groupe Jaloux. Et en fait, j'ai une histoire un peu particulière avec ce magazine. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, Pimki, à l'époque où je bossais, a contribué au lancement
du magazine Mutine Je avec savais pas du tout. des affiches partout. Il y avait eu un vrai partenariat en fait Ok. entre les magasins Pimki et Mutine. Et notamment, on avait casté les meufs qui s'étaient retrouvées sur la couverture Sur la du couve. premier. Énorme. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'en te parlant de Mutine, je me suis dit, je suis sûre, le gars est connecté à Mutine. Je sais pas pourquoi. Ah bah Mais ouais, écoute. tu vois. Bah, Mutine, c'était un peu genre le 20 ans de ma génération. Ouais. Nous, on avait le magazine 20 ans qui était assez. Il y avait Jeune et Jolie et 20 ans. Et 20 ans, ça envoyait 20 ans, du pâté, c'était- tu vois. oui. Et là, C'est Mutine. un peu bâtard d'ailleurs. J'ai retrouvé des trucs de 20 ans où en fait ils faisaient des street style à l'époque. C'est vrai. Mais ouais, grave. En fait, ils prenaient en photo les meufs dans la rue et ils se foutaient de leur gueule en commentaire, tu Ah vois. ouais. Un peu en mode fashion police, quoi. Énorme. Mais des mais- 20 ans de notre époque ou de Ouais. quand ils ont essayé de le ressortir Non, après de notre époque. Ah, on Ouais, était ouais. des bâtards. Des gros Ah, bâtards. on était des gros bâtards dans les années 80. Est-ce que tu savais que Houellebecq avait commencé à écrire chez 20 ans? Mais pas du tout. Mais vraiment, ils ont eu des Énorme. plumes de Maboule, vraiment. Ouais, ils avaient des. Comment il s'appelait le gars qui bossait pour eux aussi, qui écrivait pour eux, qui était si drôle. Diastème. je sais Diastème, plus. oui, Ouais. qui faisait le courrier du cœur. J'adorais. Mm. Mais c'est vrai que c'était un peu. Il y avait un petit ton un peu bâtard. Mais, Bah oui, un peu parisien. ouais. Tu vois, un peu, ok, on va se moquer un peu de vous, quoi. Mais tu vois. c'était le cool des années 80. Bien sûr, c'était carrément le cool. C'était Mm. carrément super cool à l'époque. Aujourd'hui, tu pourrais plus avoir un magazine 20 ans, c'est pas possible. Non, je crois pas. Mais donc, Mutine, Ok. chez qui j'avais retrouvé justement ce côté un peu trash que j'aimais bien. Et elle, ça a été le déclencheur de ma carrière, ça a été Mutine. J'aimerais bien que tu me racontes, parce que tu l'as raconté sur Mademoiselle dans la toute première interview qu'on a fait de toi, je pense, en 2008. Comment t'as fait pour rentrer au magazine Mutine? Bah, braquage encore. Je crois que c'était le côté cat size. Tu vois, je crois en fait ça m'est grave resté après. J'ai trop joué à cat size quand j'étais petite. J'ai fait un braquage pour Mutine. Ouais. En fait, tout a commencé parce que mon père m'avait donné un conseil, mais je bénis mes parents pour ces trucs-là. Il y a eu 2-3 petits trucs comme ça qui m'ont vraiment suivi. Mon père, qui était donc cadre supérieur dans le milieu bancaire et qui avait l'habitude de voir passer beaucoup de CV et d'en jeter beaucoup à la poubelle, m'a dit: ma biche, quand tu fais un CV et une lettre de motivation, c'est pas tant le contenu qui compte que l'impact qu'il va avoir sur la personne qui va le lire. Dis-toi que le gars, il en ouvre je sais pas combien par jour et il faut que le tien, il ait envie de le retenir. J'ai pris ça au motherfucker pied de la lettre. J'ai fait OK. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des fausses chroniques pour le magazine. Alors attends, Alors, j'ai un petit problème. On est dans ton jardin. Tu me donnes 2 secondes. Vas-y, j'ai vas-y. mon robot de piscine qui pète un plomb. J'arrive. Non, alors pour l'audio guide, effectivement, le robot de piscine de Margot. Bon, bah, on est dans la belle maison de Margot, n'est-ce pas, au Pays Basque. Et bah, le robot de piscine s'est coincé et bah, voilà, en mode fontaine. C'est très beau. Il y a une vraie fontaine. ça crée des. Enfin, il y a des dangers, hein, avoir une piscine comme ça. Quelle émotion. C'était, on n'est pas passé loin de se faire arroser. Hein. Laisse-moi te dire que c'était chaud. Hein. Donc tu parlais de ton CV, de ta lettre de motivation et que ça allait envoyer Du pâté. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu fais ton premier CV, t'as aucune expérience, t'as rien. J'allais pas envoyer mon dossier scolaire, c'était vraiment pété. Et donc, j'ai relu le magazine et j'ai vu un peu... j'ai imaginé des rubriques que je pourrais tenir pour eux. Et je leur ai envoyé. J'ai fait des chroniques littéraires de livres pour ados. J'en ai profité que, comme je travaillais à la Fnac Junior, j'avais beaucoup de livres d'ados, donc je les ai lus. J'ai fait des fausses chroniques littéraires, etc. J'avais proposé des trucs comme ça. J'avais tout imprimé. J'avais fait des truffes au chocolat maison. Hein ? Oui, je sais, ça fait bizarre. J'ai préparé des truffes au chocolat maison, bien bonnes, que j'avais roulées dans des petits vermicelles de couleur. Elles étaient décorées. Tout ça mis dans une petite boîte en métal avec un petit ruban. J'avais mis tout ça dans un énorme carton que j'avais pécho à la Fnac Junior, un carton de livraison, les gros trucs. Et j'avais enrubanné ça avec un gros ruban en satin rose énorme. Et comme courrier, j'avais mis une lettre de menace en disant que si elles ne me répondaient pas, j'allais camper en dessous de leur bureau et leur envoyer des boules puantes tous les jours dans le bureau. Et donc, il valait mieux qu'elles me répondent.
Et donc j'ai été jusqu'à la rédaction de Mutine. J'ai sonné, je suis montée comme un livreur lambda. J'ai déposé mon colis parce que manque de confiance en soi, je pouvais pas affronter les autres. Grande estime de soi, je vais faire une lettre de motivation de ouf. Confiance zéro, je vais la larguer et partir en courant. J'ai posé le truc sur un bureau et je suis partie en courant. Merci, au revoir. Et en fait, le temps que je redescende et que je m'arrête sur un petit banc en bas de la rédaction pour appeler mes parents, dire « Oh mon Dieu, je l'ai fait, c'est horrible, je tremble et tout », mon téléphone, j'ai un double appel et c'est la rédactrice en chef de Mutine qui me dit « Attends, on vient d'ouvrir ton truc, c'est complètement fou, on veut te voir ». Donc j'y suis retournée. T'es direct? Ouais, je crois direct, Okay. il me semble. Ou alors, ça je sais plus, j'ai plus le détail. Mais en tout cas, j'y suis retournée. Et les nanas m'ont dit, mais c'est complètement le genre de profil qu'on recherche et avec qui on a envie de bosser. On va te faire des chroniques de tests. Tu vas tester des produits et tu vas nous écrire une chronique rigolote. Il n'était pas question de dessin à ce moment-là. Je devais juste faire du rédactionnel. Et donc, je devais, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais plus tous les combien ça sortait ce magazine, je devais tester un produit, la culotte mangeable, l'épilatrice à minou, etc. et faire un texte drôle là-dessus. Je rends ma première chronique et donc pas de dessin. Et je suis là, genre, merde. 3e braquage, je rends ma première chronique sur disquette. Et je me dis, je veux dessiner pour elle. La disquette, les enfants, c'était un petit peu l'ancêtre de la clé USB, si vous le savez. Je vous explique un petit peu. Et je me dis, moi, je veux dessiner. Donc, il faut que je leur vende du dessin en force. Manifestement, je ne savais pas passer les choses en délicatesse, il semblerait. Et je me dis, je vais illustrer ma chronique, je vais mettre le dessin avec sur la disquette, et je vais faire genre, j'avais fait un dessin, je ne l'ai pas enlevé, et donc je leur rends le texte en leur disant, voilà, j'avais fait un dessin parce que ça m'inspirait, je ne l'ai pas enlevé, mais voilà. Truc de manip de base. Et la nana, la rédac chef, me dit, ah ben non, mais on adore le dessin, on va le publier avec ton illustration, en fait, ça va être une chronique illustrée, et tu feras le dessin à chaque fois. J'étais trop contente. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais en fait, l'un des trucs fous dans tes chroniques sur Mutine, c'est que, meuf, t'as vraiment une putain de plume. Ouais, c'était drôle. T'es pas juste une dessinatrice, tu vois. Oui, c'est vrai que j'écrivais depuis que j'étais toute petite. Ouais. J'ai oublié de dire ça. Ah oui. Oui. Oui, je pense que j'ai même plus écrit que dessiné quand j'étais gamine. J'écrivais, je tenais des journaux, je racontais des histoires. Waouh. Ouais. Et ce truc-là t'a aidé à te faire connaître, en fait. En fait, les nanas de Mutine, elles ont été Catherine Nerson et Mélusine Reynaud, que je remercierai jamais assez. Elles ont été ouf parce qu'après, elles m'ont branché sur les équipes de Nova Mag, de Tétu aussi. Et donc, elles m'ont fait bosser. Grâce à elles, j'ai bossé pour Tétu. J'ai illustré des textes. J'ai bossé pour Nova, pour qui, par contre, là, j'avais une rubrique écrite pour Nova Mag. Et elles m'ont mis le pied à l'étrier, en fait, parce qu'après, confiante de ce truc-là, j'ai été démarcher un agent et je me suis mise à bosser. Je vais tousser. N'hésite pas. Et tu vas voir cet agent, qui est toujours ton agent aujourd'hui ? Qui est toujours mon agent aujourd'hui. Je vais voir cet agent avec donc mes petites chroniques pour Mutine, mes petits dessins. Je la trouve sur Internet en cherchant agent d'illustrateur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cherché un agent d'illustrateur. Je sais pourquoi j'ai fait ça. J'en ai aucune foutue idée. Peut-être parce que je voyais les dessins de Colonel Moutarde ou de Nana comme ça et que je me suis dit, tiens, manifestement, tu peux faire autre chose que de la presse et ce serait peut-être bien que tu aies un agent. Je sais plus ce qui s'était passé dans ma tête. Mais donc, je regarde agent d'illustrateur sur Internet, il y en avait 2-3 et elle me plaisait et donc je suis allée la voir. Pareil, jamais de plan stratégique, genre je vais la choisir elle parce que... Non, juste j'aime bien. Son site, il est beau. Et donc, je vais la voir. Et la nana, Virginie Chalamel, mon agent donc, regarde mon dossier très gentiment, avec beaucoup de compassion, et me dit... Je vais pas pouvoir vous prendre, mademoiselle. C'est très jeune. J'ai pas ce qu'il faut pour le métier de la pub. Mais là encore, elle a été hyper sympa. J'ai vachement été entourée de gens qui savaient bien me conseiller, n'empêche. Elle m'a dit, je peux pas faire grand-chose avec ce que tu me présentes là, c'est assez immature, mais je sens qu'il y a un coup de crayon. Ce que tu peux faire, c'est travailler des fausses campagnes. Pense aux marques que tu aimes et imagine comment tu les représenterais. Et reviens me voir d'ici quelques mois pour me montrer et on verra. Je suis rentrée chez moi, j'ai attaqué le taf direct. J'ai fait gaver de fausses campagnes, j'ai mis tout mon dossier à jour. Et 2-3 mois, je suis retournée la voir avec mon dossier et elle m'a prise dans l'agence à ce moment-là. Et j'ai commencé comme ça. Et là, tu es devenue illustratrice pour la publicité. Ouais, pour la publicité. Et c'est là que le métier a vraiment commencé.
puisque c'est par ça que j'ai commencé. Presse et illustratrice, quoi. Presse et édition et publicité. Waouh. Ouais. Comment t'en viens à lancer ton blog, qui est pour moi l'étape d'après, si je me trompe pas? Mais grave. Comment j'en viens à lancer mon blog? Donc, pour démarcher... Alors les enfants, avant Instagram, Ouais, putain. avant avait Snapchat des blogs. et avant TikTok, à l'époque, il y avait des blogs où tous les dessinateurs et les dessinatrices se retrouvaient et se linkaient entre eux. Aujourd'hui, la plupart des illustrateurs très connus sont tous passés par l'époque des blogs entre environ 2006 et 2010. Je crois qu'on peut le dire. Exactement. Exactement. C'était un petit point Ah, mais perforas. il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour pouvoir démarcher C'était la bien presse, avant que ça d'ailleurs, je dis 2006, mais non, pas du tout, c'était bien avant le Je début pense des que blogs. c'était bien genre avant, mais je 2002, sais que je pense que Pénélope, elle a dû commencer vers 2006. Ouais, c'est Pénélope qui a Et elle a plié le game, Pénélope. Elle est Pénélope arrivée, et Boulet aussi à l'époque. il y avait Boulet, mais pour moi, dans ma catégorie, Ouais. celle qui a plié le game, c'est Pénélope. C'est avec elle que tout a commencé. Pénélope Bagieux, donc, qui aujourd'hui est l'autrice des Culottés que peut-être vous avez lu. Et donc, effectivement, pour pouvoir... Moi, je voulais plus envoyer de book papier, parce que c'était un peu relou à faire. Et pour pouvoir montrer mon travail aux clients, je m'étais dit, je vais me faire un site internet. À l'époque, tu te faisais un site internet. Et donc, je paye un fournisseur de services, un gars, quoi, une entreprise qui me fait un super beau site internet avec les rubriques. Je m'étais inspirée de celui de Serge Bloch, qui est un illustrateur que j'adore et que j'adorais, et qui avait un très beau site internet, je trouvais ça charmé. Et il m'avait fait une belle rubrique presse, pub, édition, machin. J'avais un très beau site, mais je n'avais pas la main dessus par contre, puisque tu peux pas. Mettre à jour les trucs en direct. Voilà, donc il fallait que je passe par lui régulièrement pour qu'il mette à jour. C'était avant l'époque des blogs, les enfants. Tu m'étonnes. Et un jour, j'apprends que le gars a fait faillite, a mis la clé sous la porte. Et il t'a pas. Pardon, je finis par avoir la. Je finis par avoir la voix de Ah, perforas. excuse-moi, j'ai une fin. T'as un chat. Ce sera la dernière interview de Margot Motin de toute sa... Après ça. Adieu. J'espère pas. Et oh, t'as ta promo à faire pour ton livre, on va en parler après. Vous voyez, vous habitez au Pays Basque, il fait beau et tout, machin. Mais ça vous empêche pas de choper la crève. Ah bah non. Tu veux qu'on fasse une petite pause? On peut faire une petite pause. Le gars fait faillite. Et me rend pas. Il te donne pas les clés de ton- Il me donne rien du tout. Il disparaît. Donc plus de site. Et une des jeunes femmes avec qui je travaillais à la Fnac Junior à l'époque, parce que je travaillais encore à la Fnac Junior pour pouvoir quand même assurer un salaire, parce que en tant qu'illustratrice débutante, je devais gagner 200 balles par mois, donc ça me payait pas le loyer. Et elle avait un blog parce qu'elle faisait du travail de couture. Et Ok. elle avait ouvert un blog pour promouvoir son boulot. Et elle me dit, mais le blog, c'est génial, le blog, c'est la vie. Ouvre un blog. Et donc, elle me file le site et je mets ça en place. Je commence à travailler ce truc-là, je mets ça en place. Et là, je découvre l'univers du blog parce que j'y connaissais rien. Ah, yes. Je découvre Pénélope. Je découvre toute la bande de l'époque. Et je rentre dans la blogosphère. C'est comme ça que ça Allez, s'appelait. comme ça, oui. La blogosphère. Ouais, une meuf de la blogosphère. Et je découvre cet univers-là. Et en fait, à la base, ça devait juste être une possibilité pour moi de mettre en ligne mes dessins pro pour pouvoir dire à mes futurs clients, voilà mon adresse de site, allez voir, vous avez tous mes dessins. Sauf que la liberté qu'il y avait sur le blog et le fait que tu pouvais le nourrir toi-même comme tu voulais, ça m'a un peu piqué au jeu et j'ai eu envie de dessiner. Et je me suis mise à poster des petits dessins et des petits textes. Ça n'avait pas encore vraiment pris la forme BD avec des bulles. C'était plus une image et une petite légende. Et j'avais 2 lectrices, ma mère et ma sœur. J'étais très contente. Et puis, en fouillant sur la blogosphère, j'ai commencé à découvrir l'univers des blogs pas BD, c'est-à-dire des blogueuses, mode, etc. Et comme je suis quelqu'un de très visuel qui aime les jolies images, je suis tombée assez en amour devant le blog de certaines nanas qui faisaient des super belles photos et tout. Notamment une, Alix, qui tenait The Cherry Blossom, Ouais. le blog The Cherry Blossom Girl. Et sans calcul, vraiment, juste parce que j'avais kiffé une de ses photos, je m'en sers pour faire un dessin et je lui envoie. Je ne savais pas qu'il y avait des fan art à l'époque. Ah, Et je ne savais pas que je venais de faire un fan art. Tu vois,
Moi, j'avais fait ça vraiment naïvement, genre, elle est trop belle, j'aime trop sa photo, je lui fais un dessin et je lui envoie. Et elle l'a mis sur son blog. Et j'ai pris 2000 lectrices d'un coup. Ah, yes. Et là, j'ai fait, ok, d'accord, un nouveau game s'ouvre à moi, je ne savais pas. Mais vraiment, ça a commencé comme ça. Et après, Mutine a fait un coup de pub pour mon blog et j'ai pris encore des lectrices. Et puis après, une fois que la machine, elle est lancée, voilà. Une fois que c'est rodé, plus tu dessines, plus tu postes, plus tu as de lecteurs, plus ils en parlent, plus ça se déploie. Le blog a eu aussi un impact important dans ta vie, puisque je pense que c'est comme ça que tu rencontres Paco, qui est aujourd'hui ton compagnon. Oh mon Dieu, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Oui, c'est grâce au blog. Un jour, grâce au blog, je reçois un mail d'un gars avec un fan art, justement. Ah. Il m'avait fait un fan art. Il avait dessiné Maë. Je ne sais plus exactement ce que c'était, c'est très vieux. Mais il avait fait un dessin de Maë, puisque à l'époque, son blog, c'était Maë BD, où il parlait de ses aventures de papa, de jeune papa. Et il m'avait fait un dessin de Maë avec un fan art pour Margot, machin et tout. Et du coup, je vais sur son blog et je découvre son travail et je kiffe. Parce que, enfin, un gars du hip-hop dans le dessin. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Je veux dire, moi, j'étais au milieu des rockers blancs du milieu de la bande dessinée et d'un coup, je rencontre un Renoir hip-hop. Oh là là, j'étais contente. J'étais trop contente. Donc, la première connexion, elle s'est fait vraiment autour du son. En plus, c'est drôle. On s'échangeait des sons. On parlait du Wu-Tang, de machin et tout. On était contents. On avait tous les deux trouvé un compagnon de jeu qui nous comprenait. Alors qu'on tapait tout seul à la balle dans un coin de la cour depuis le début, quoi. Ouais. Donc, ça a vraiment été extraordinaire. Et c'est effectivement grâce au blog que j'ai rencontré Paco. Et là, on s'est mis un peu à bosser ensemble. Moi, j'ouvre mon blog en début 2008, je crois. Et au printemps 2008, lui, il est approché par les éditions Marabout pour faire un bouquin. Et les éditions Marabout lui disent aussi on aime bien votre copine Margot, on discuterait bien avec elle aussi. Mais ils étaient branchés surtout sur Paco. Et lui, sympa, parce que c'est un bon gars, il dit mais bien sûr, je vous l'amène, c'est une future star, ça va être une tueuse, vous avez trop raison. Et on se retrouve en rendez-vous chez Marabout tous les deux. Et là, le gars drive le truc de façon extraordinaire. Et après, ça a été le début. En fait, je lui ai donné les clés. Et je lui ai dit, vas-y, gère mes affaires. Parce que manifestement, tu fais ça vachement mieux que moi. Mais effectivement, ça a été le début de tout ça. C'est vrai que Marabout, au début, voulait nous faire un projet qui était plus un ping-pong papa-maman sur la parentalité. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment utiliser ce qu'on faisait sur les blogs. Ouais, puis en plus, si je me trompe pas, à l'époque, il y avait un peu cette tendance aussi de récupérer ce qu'il y avait sur les blogs et de les mettre sur du papier, quoi. Les premiers bouquins issus de la blogosphère, c'était pas de l'inédit, c'était la version papier de ce que tu trouvais sur Internet. Donc c'est ce qu'on a pu faire et c'est là que j'ai édité mon premier bouquin. Grâce à Paco, grâce au blog, grâce à Mutine, grâce à ma conseillère d'orientation, grâce à mes parents, grâce à Dieu qui m'a donné la vie. Voilà, je suis remontée un peu loin. T'en as fait combien des extraits de ton blog comme ça ? 3, c'est ça ? Le premier, c'était vraiment quasiment que ça. Le deuxième, il y avait un mix inédit blog. Le troisième, il y avait plus d'inédits que de blog. Et voilà, j'en ai fait 3. Et là, tu sors Et là, je sors le 4e où il y a 0 truc d'internet, rien. C'est une histoire totalement inédite. Que tu as dessiné que tu as dessiné bien sûr, mais que tu as écrite aussi. Que j'ai écrite de A à Z avec mon compagnon d'amour Paco qui m'a quand même vachement aidé. On a fait ça ensemble beaucoup et que j'ai illustré de A à Z. Ok. Le premier tome sort pas tout de suite, hein, parce que je pense que je vais sortir cet épisode un peu avant. Mais c'est en novembre, c'est ça ? Raté. Ah bon ? Oui, ça a changé le 7 octobre. Ah ok. Tu vois, peut-être qu'on sera pile poil. Le 7 octobre, il sort. Il s'appelle Le printemps suivant. En fait, c'est une histoire en 2 tomes. Donc les 2 tomes, la saga en 2 tomes s'appelle Le printemps suivant. Et le tome 1 s'appelle Vent lointain. Okay. Et voilà, ça sort le 7 octobre aux éditions Casterman. Et je suis très contente. Ça parle de quoi ? C'est la suite. Ça parle de ma life. C'est la suite de la tectonique des plaques. Donc ça parle de cette période de vie où on a emménagé ici en famille recomposée. La famille recomposée étant pas le centre du propos, c'est vraiment réapprendre à vivre en couple après un bel échec et quand t'es pas forcément formaté pour ça, en ce qui me concerne. Tu vois, l'équipe, le duo, le couple, tout ça, j'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait. Je suis un peu une solo, moi, tu vois. Et donc ça parle un peu de cette période-là où il a fallu que j'apprenne
le concept, en fait, du couple, ça qui m'était parfaitement étranger. J'avais envie de te poser une question, mais c'est vrai que vous avez décidé de quitter Paris tu me disais tout à l'heure 7 ans, c'est Paco, ça? il y a 10 ans et moi, il y a 9 ans. Qu'est-ce qui vous avait donné envie à l'époque de quitter cette vie parisienne, où tu as la sensation, en fait, quand tu es artiste, que c'est difficile d'exister en tant qu'artiste si t'es pas dans le game parisien, quoi. En ce qui concerne Paco, c'était pas une question artistique. Lui, il venait de vendre sa boîte. Il quittait le métier de la com, puisqu'il était patron d'une boîte de com. Et je pense qu'il en avait ras-le-bol de Paris. Ça faisait un moment déjà qu'il avait repéré le Pays Basque, parce que il avait un ami qui vivait là. Sa femme, à l'époque, avait très envie de venir vivre ici. Elle était très branchée surf et compagnie. Donc pour eux, ça a été évident. Il n'y avait plus la boîte, il n'y avait plus d'obligation à rester à Paris. Et donc ils sont venus s'installer ici. Dans l'année qui a suivi, ils se sont séparés. Moi, j'étais à Paris, mais j'étais en train de me séparer de mon mari aussi. Et donc, après le divorce, moi, je suis venue 1 an et demi, 2 ans après, parce que Paco était là et qu'on s'est mis en couple, que j'étais folle amoureuse et que ça n'avait aucun sens. On a fait genre quelques mois à chacun à distance. Il y a 800 bornes. C'était absurde. Lui, quand il revenait à Paris pour me voir, il était en déprime parce que Paris, il aimait plus du tout. Je veux dire, quand tu vis ici, paye de remonter dans un petit appart parisien. Moi, ça n'avait pas de sens les semaines où il n'était pas là d'être seul. Et donc, j'ai pris mes clics et mes claques et puis je l'ai rejoint. Ok, donc vous étiez... Là, j'ai un peu la sensation qu'il y a de plus en plus de gens à Paris qui se disent, surtout avec le confinement, je pense, ou quand tu as vécu ton confinement dans un appartement de 40 ou 50 mètres carrés... vous n'avez pas l'audio guide, mais pour l'audio guide, c'est que vous avez quand même de la place. Ouais. C'est une autre qualité de vie. Hein. Après, Paco et moi, on n'est pas des Parisiens pure souche. Ouais. Paco, il a beaucoup grandi aux Antilles. Moi, j'ai beaucoup grandi en Normandie et en Bretagne. Donc, Paris, j'ai toujours considéré ça comme une étape de ma vie. Il n'a jamais été question que j'y vive toute ma vie. Et c'est vrai que quand je suis venue le voir ici et que j'ai reconnecté avec le plaisir de vivre dans la nature, qui est ici très très belle, je me suis pris une claque et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous à Paris, quoi. À Paris, on avait la chance avec Louloute, ma fille, on vivait dans une petite maison, dans une cour d'immeuble. Donc on avait quand même un rez-de-jardin, un rez-de-cour, avec un arbre, 2-3 capucines de plantées. Et le soir, des fois, on mettait des coussins dans la cour pour regarder les étoiles. Tu te rends bien compte que quand on est là en tant que Parisienne, c'est qu'il y a un truc qui te manque, quoi. Tu vois, c'est... Au-delà de la poésie du geste, tu te dis, attends, j'essaye d'élever mes gamins, ma fille, dans un mode qui n'est pas le bon, là. Ça marche pas. Et donc, c'est vrai que quand on est arrivé ici et que... alors, je réponds à ta question d'abord, vas-y. Artistiquement, ça s'est fait à une période où moi, ma carrière, elle était faite. Enfin, je veux dire, elle était lancée. Je prenais aucun risque. J'avais déjà 2 albums qui étaient sortis. J'avais un éditeur. Je bossais très bien dans la pub. J'avais passé une période dans la pub où j'avais fait un gros down, où ça marchait plus du tout. Et il avait fallu que je me mette à faire du storyboard sous un pseudo pour gagner du blé. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça... Il y a eu un moment, j'avais pas le niveau. En termes de dessin, j'avais pas le niveau. Peut-être ça a été... peut-être c'est arrivé à un moment de crise financière où je sais plus. Mais je sais qu'il y a eu un moment où il y a eu moins de boulot dans la pub et moi, j'avais pas le niveau pour faire partie de ceux qui restaient. Okay. Et donc, j'avais plus de taf. Et mon agent, très gentiment, m'a dit, écoute, si tu veux, prends un pseudo et je te prends dans l'équipe de storyboard. Comme ça, tu auras des commandes de storyboard pour les pubs, tu pourras continuer à dessiner. Ce qui finalement a été très bénéfique parce que j'ai appris plein de choses. J'ai fait ça quelques mois et quand c'est reparti, j'ai repris mon taf. Mais pour dire que voilà, j'avais connu des hauts et des bas et là j'étais dans le haut, le truc était installé et donc je pouvais partir avec mes contacts et bosser d'ici sans problème, sachant que j'avais commencé à mettre en place ça un peu avant. J'allais plus au rendez-vous à Paris. Okay. Je faisais plus les réunions de brief, etc. où tu fais 3 quarts d'heure de métro pour être dans une salle de réunion pendant 2 heures avec des gars qui te filent un polycopier et qui te racontent l'historique de la marque. Ça n'a aucun intérêt. Je perdais du temps de travail. Et donc, j'avais déjà expliqué à mes clients que je me déplaçais plus et que je serais plus efficace comme ça. Eux, ils l'avaient vu, ils le savaient. C'était avéré. Ma clientèle savait que je bossais vite et bien, donc j'avais pas de problème. Je pouvais partir. Okay. Aujourd'hui, la problématique se pose plus. Paris n'est plus le centre nerveux du métier artistique. Les gamins, enfin, je dis les gamins, parce que
à travers Instagram, je communique beaucoup avec de jeunes illustrateurs et illustratrices. Quand je dis gamins, c'est juste pour dire des jeunes. Eux, ils peuvent faire ça d'où ils veulent aujourd'hui. Il n'y a plus aucun problème. Donc, il n'y a pas nécessité à être au cœur des choses à Paris pour bosser dans ces métiers-là. Et tu as la sensation que c'était pas possible à ton époque ? Je pense que ça l'était, mais que personne n'y croyait. Ok. On était encore dans un système où il y avait des croyances très fortes. Il faut être à Paris, il faut avoir des contacts, il faut bosser le week-end, il faut être disponible tout le temps. Moi, je me rappelle que les premières fois où j'ai dit à mes clients que je me déplacerais plus, ils m'ont pris pour une folle. Et mon agent, quand je lui ai dit ne me prends plus de réunions, je ne prends plus les gens au téléphone et je ne me déplace plus, parce que sinon ils me parlent des heures et je perds du temps. Au début, ça a été compliqué. Les marques, les clients, ils avaient encore besoin de cet ancien système où ils te déroulent le PowerPoint pendant la réunion et ils se sentent rassurés par ça. Il a fallu vraiment déconstruire ce truc-là. Encore aujourd'hui, j'ai des clients parfois qui veulent me faire tout ce truc-là et je leur dis très gentiment, c'est pas nécessaire. On se parle un quart d'heure, je vous pose les questions. Envoyez-moi le brief avant pour que je vois ce qui me manque et on avance. On va pas perdre 3 heures en réunion. Moi, je suis pas payée pendant ce temps-là. Tu vois, clairement, je préfère le passer à dessiner et à répondre rapidement à la commande et à passer à autre chose. J'ai pas besoin de savoir que la marque en 1915 elle est née parce que blablabla, c'est pas utile. Je le fais des fois parce que je sais que ça leur fait plaisir et que c'est un donnant-donnant. Voilà, j'ai envie que mes clients ils se sentent bien, mais c'est pas indispensable. Ça nécessite une grosse dose de confiance en soi pour reboucler. Ouais, complètement. Et ça s'est développé. Quand je suis partie, Paco il m'a dit écoute-moi bien cocotte, tu vas bosser moins et tu vas gagner plus. Okay. Je me suis roulée en PLS dans mon salon. Genre c'est impossible, dans ma tête c'était impossible. Et vraiment, il m'a permis de reconstruire tout ça. C'est lui qui m'a aidé effectivement à driver mes clients. C'est lui qui m'a appris tous ces trucs-là et à dire voilà de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Lui, il était patron d'entreprise, donc pour lui, c'était complètement naturel de fonctionner comme ça. C'était absurde que je me fasse avoir juste parce que je suis indépendante. Et c'est vrai que je me rappelle la première fois que j'ai dit à un client un vendredi à 19h non, je vais pas te rendre l'image lundi matin parce qu'en fait, je bosse pas le week-end. J'ai eu une suée dans le dos tellement j'avais peur. Et le gars m'a dit ça me soulage vachement parce que moi non plus j'ai pas envie de bosser ce week-end, donc on fait ça pour mercredi. Et j'étais là genre en fait on est tous complètement coincés dans ce système qui n'a aucun sens, on le remet pas en cause et on a juste peur. Voilà. Je sais plus si ça répond à ta question, mais si, tout à fait. Et on a fait le tour. Ça fait 3 heures qu'on jacte. Non. À ton avis 1h47. 1h03, dont 3 minutes de pause. de pause, de guerre avec le robot piscine, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup Margot, c'était cool. Fabrice, ça m'a fait hyper plaisir de refaire un petit tour de podcast avec toi. Donc je suis ravie. Trop bien. Quand tu veux. Et puis rendez-vous le 7 octobre alors. Yeah babe. Et puis je mettrai tous les liens si vous voulez faire partie de la commu de Margot sur Instagram. Venez. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'avec Paco, vous faites très régulièrement, alors là c'est les vacances, mais je pense que vous allez reprendre à la rentrée peut-être, des lives avec votre commu. Live Insta, on adore faire ça une fois tous les 15 jours quand on n'a pas les filles. Quand elles sont chez leurs autres parents et qu'on a un peu la soirée pour nous, on fait nos lives Insta. Le Margot et Paco Show, on a appelé ça. Vous discutez avec votre commu, quoi. Avec la commu, avec les follow. Exactement. En tout cas, c'est très chouette. Écoute, merci beaucoup. Pour une meuf qui savait pas du tout comment ça marchait Internet. T'as vu ? Non, mais ça, c'est Paco encore. Quand il m'a rencontré, après, tu le garderas ou tu le garderas pas, on s'en fout, parce qu'il faut que ça rentre dans ton timing. Mais quand il m'a rencontré, je dessinais sur papier. Je scannais mes dessins, c'était une galère de ouf et tout. Il m'a dit, mais meuf, t'es vraiment, vraiment, vraiment à la ramasse. Hein. C'est lui qui m'a... T'as acheté une tablette et tout. Tablette, Apple, calendrier sur l'ordinateur. Moi, j'avais des calendriers papier. Il me disait, mais qu'est-ce que c'est que cet agenda de merde ? Il m'a tout refondu. Et encore aujourd'hui, je le laisse gérer tout ça. Moi, Toi, tu prends juste le stylo et tu dessines. Moi, je suis l'artiste. Et lui, il gère toute ma carrière. Non, mais en vrai, c'est pas aussi caricatural que ça. On n'est pas René et Céline. Mais il y a un côté, chacun est bon pour des choses. Dans le duo où c'est moi l'artiste, c'est vrai qu'il est hyper bon pour ça et il m'aide vachement. Dans le duo où c'est lui l'artiste, je suis pas bonne pour tous ces trucs-là, mais par contre, je peux l'aider en termes de couleur, de dessin, etc. Je lui apporte ce que j'ai à lui apporter et on fonctionne, on essaye de donner le meilleur à l'équipe, quoi. Puisque maintenant, je suis une meuf qui sait gérer l'équipe. Ça, vous le découvrirez à la suite du tome 2. Waouh. Merci beaucoup Margot, c'était cool. Merci Fabrice.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.